Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, sur ce célèbre canapé dont tout le monde rêve de venir s'installer pour faire la lecture. Et oui, nous avons beaucoup de chance d'être là le soir, la nuit, pour vous raconter de belles histoires. Enfin, de belles histoires. C'est pas vraiment le cas cette nuit. Je ne sais pas si vous avez suivi les parties précédentes de lecture. Écoutez, on est dans Les crimes de l'amour du marquis de Sade, que vous connaissez certainement, romancier sulfureux, révolutionnaire du XVIIIe siècle, qui, justement, pendant ces années d'enfermement à la Bastille, il a écrit donc ces nouvelles un peu sordides, des nouvelles qui nous relatent des histoires d'amour, mais des histoires d'amour incestueuses. Et oui, pas toujours, alors c'est vrai, pas toujours très catholique, c'est le moins qu'on puisse dire. Le père qui aime la fille qui aime le frère, ils font des enfants ensemble, tout ça. Ouais, je sais, c'est dégueulasse. Enfin bon, ça, on n'y est pas, là, dans celui-là. Là, c'est la comtesse de Sancerre, et là, c'est la mère qui est complètement ravagée de la tête, c'est le cas de le dire, parce qu'elle montre tout un stratagème, parce qu'elle est amoureuse du fiancé de sa fille. Voilà, donc elle est complètement tordue. Et elle invente des histoires bien tordues, justement, pour essayer de se taper son futur beau-fils. Voilà, donc je suis sûre que je vais vous garder avec moi, là, avec une intro pareille. C'est pas vrai ? Oui, je vois, vous êtes nombreux, là, vous restez, vous zappez pas. Eh ben, tant mieux, moi, je suis ravie de vous emmener. Et restez bien jusqu'au bout, parce que j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire à la fin de cette émission. On se retrouve tout à l'heure. En achevant ces mots, la comtesse sortit et laissant sa fille dans de nouvelles perplexités. « On révèle un lâche », se disait Amélie. « Mais non, je ne le croirais pas. Cela ne se peut pas. Il m'aime. Je ne l'ai donc pas vu s'exposer sous mes yeux au danger d'un tournoi et dans la certitude que je le paierais d'un regard, y vaincre tout ce qui s'offrait à lui. » Des regards là, qui l'encourageaient, l'ont suivi dans les plaintes de la France. J'étais toujours sous les siens et sous ceux qui l'ont combattu. Mon amant est brave, comme il m'aime. Et ces deux vertus doivent être à l'excès dans une âme où un rien d'impur ne pénétra jamais. N'importe. Ma mère le veut, alors j'obéirai, je garderai le silence et je cacherai mon cœur à celui qu'il possède en entier, mais je ne soupçonnerai jamais le sien. Alors plusieurs jours se passèrent ainsi, et pendant lesquels la comtesse prépara les ruses, et pendant lesquels Amélie ne cessa de se soutenir le personnage qu'on lui imposait, quelques douleurs qu'elle en éprouva. Et enfin, Madame de Sancerre fit dire à Montrevel de venir la trouver seule, attendu qu'elle avait quelque chose d'important à lui communiquer. Et là, elle se résolut de se déclarer tout à fait, afin de n'avoir plus de remords si la résistance du châtain l'obligeait à des crimes. « Chevalier, lui dit-elle, aussitôt qu'elle vit entrer certains, comme vous le devez l'être à présent, et du mépris de ma fille et du bonheur de votre rival, je dois nécessairement attribuer à quelque autre cause la prolongation de votre séjour à Sancerre. Quand votre chef vous demande et vous désire à ses côtés, avouez-moi donc sans feinte le sujet qui peut vous y retenir. Serait-ce le même ? Montrevel, serait-ce celui qui me fait désirer que vous y conservez aussi ? Et quoique ce jeune guerrier eût soupçonné depuis longtemps l'amour de la comtesse, non seulement il n'en avait jamais fait part à Amélie, mais désespéré de n'avoir pu le faire naître, il cherchait à le déguiser à lui-même. Pressé cette question, devenue trop claire pour qu'il lui devint permis, « Madame, répondit-il, en rougissant, vous connaissez les chaînes qui m'arrêtent, et si vous daignez les serrer au lieu de les rompre, je me trouverai sans doute le plus heureux des hommes. » Soit feinte, sans orgueil, la dame de Sancerre prit cette réponse pour elle. « Mon beau et doux ami, lui dit-elle, alors, en l'attirant
près dans son fauteuil, ces chaînes seront tissues quand vous le voudrez. Ah, et depuis longtemps, elles captivent mon cœur. Elles orneront mes mains, et quand vous m'aurez montré le désir, me voilà sans nœud aujourd'hui. Et si je désire de perdre une seconde fois ma liberté, vous me devez savoir avec qui. Mon Revel frémit à ces mots, et la comtesse, qui ne perdrait pas un de ses mouvements, s'abandonnant alors en furieuse au transport de sa flamme, lui reprocha en les termes les plus durs l'indifférence avec laquelle elle a toujours payé l'ardeur dont elle avait brûlé pour lui. Pouvais-tu la déguiser, cette flamme qu'allumaient tes yeux ingrats? Pouvais-tu l'ignorer, s'écria-t-elle? Un seul jour s'est-il écoulé depuis ton jeune âge où je n'ai fait éclater ces sentiments que tu dédaignes avec tant d'insolence? Était-il un seul chevalier à la cour de Charles qui m'intéressait comme toi, fier de tes succès, sensible à tes malheurs? Cueillas-tu jamais un laurier que ma main n'enlaça dans les myrtes? Ton esprit forma-t-il une pensée que je partageasse à l'instant, ton cœur un sentiment qui ne fut le mien? Fêté partout, voyant toute la Bourgogne à mes pieds, entourée d'adorateurs, enivrée d'encens, tous mes vœux se tournaient que pour mon Revel, et il les occupait seul. Je méprisais ce qui n'était pas pour lui. Et quand je t'adorais, perfide, tes yeux se détournaient de moi, follement épris d'une enfant, me sacrifiant à cette indigne rivale. Tu m'as fait haïr ma fille même. Je sentais tous tes procédés. Il n'en était pas un qui ne perçât mon cœur, et je ne pouvais pourtant pas te haïr. Qu'espères-tu maintenant? Que le dépit au moins te donne à moi. Et si l'amour n'y put réussir, ton rival est ici, et je peux le faire triompher demain. Ma fille m'empresse. Quelle espérance te reste-t-il donc? Quel fol espoir peut t'aveugler encore? Celui d'aller mourir, madame, répondit mon Revel, et du remords d'avoir fait pu naître en vous des sentiments qu'il n'est pas en mon pouvoir de partager, et du chagrin de n'avoir inspiré au seul objet qui régnera toujours sur mon cœur. Madame de Sancerre se contint. L'amour, la fierté, la fourberie, la vengeance la dominait avec trop d'empire pour ne pas lui imposer la nécessité de feindre. Une âme ouverte et franche se serait emportée, et une femme vindicative et fausse devait employer l'art et la comtesse, et le fit en usage. Chevalier, dit-elle avec un dépit contraint, vous me faites connaître des refus pour la première fois de ma vie. Ils étonneraient bien, verrez-vous. Moi seule n'en suis point surprise, non, je me rends justice. Je serai votre mère, chevalier. Comment, avec un pareil tort, pouvais-je prétendre à votre main? Je ne vous gêne plus, mon Revel, je scelle à mon heureuse rivale l'honneur de vous enchaîner, et ne pouvant devenir votre femme, je serai toujours votre amie. Vous y opposerez-vous? Cruel, m'enverrez-vous ce titre? Oh, madame, je reçois bien à ces procédés toute la noblesse de votre cœur, répondit le châtelain, séduit par les apparences trompeuses. Ah, croyez, ajouta-t-il en se précipitant aux pieds de la comtesse, croyez que tous les sentiments de mon cœur qui ne seront pas dans l'amour vous appartiendront à jamais, à jamais. Et je n'aurai pas dans le monde la meilleure amie. Vous serez à la fois et ma protectrice et ma mère. Et je vous consacrerai sans cesse tous les moments où l'ivresse de ma passion pour Amélie ne me retiendra pas à ses pieds. Je serai flattée de ce qui me restera, mon Revel, reprit la comtesse en le relevant. Tout est si cher de ce qu'on aime. Les sentiments les plus vifs me semblent dû toucher davantage, mais dès que je ne dois plus y prétendre, je me contenterai de cette
Amitié sincère dont vous me faites les serments et je vous acquitterai par la mienne. Écoutez, mon Revel, je vais vous donner dès l'instant une preuve de mes sentiments que je vous jure, connaissez le désir que j'ai de faire triompher votre amour et de vous captiver éternellement près de moi. Votre rival est ici, rien de plus sûr. Instruite des volontés de Charles, m'était-il possible de lui refuser l'entrée de ce châtelain? Tout ce que je pourrais obtenir de vous, pour vous, dont il ignore les desseins, c'est qu'il ne paraîtra que déguisé. Et il l'est déjà. Et qu'il ne verra ma fille qu'avec mystère. Quel parti voulez-vous que nous prenions dans cette circonstance? Celui que me dicte mon cœur, madame, la seule grâce que j'ose implorer à vos genoux, c'est la permission d'aller disputer ma maîtresse à mon rival, comme l'honneur m'inspire à mon guerrier tel que moi. Oh, ce pari ne vous réussira point, mon Revel. Vous ne connaissez pas l'homme à qui vous avez affaire. Le vîtes-vous jamais dans la carrière de l'honneur, honteusement, au fond de la province de Salins pour la première fois de sa vie, en sort pour épouser ma fille? Je ne conçois pas comment Charles put imaginer un tel choix. Il le veut. Nous n'avons rien à dire. Mais je vous le répète, Salins, connu pour un traître, ne se battra point. Et il connaît vos projets, hein. Et s'il les apprend par vos démarches, oh, mon Revel, je frémirai pour vous. Cherchons d'autres moyens. Cachons-lui nos vues. Laissez-moi réfléchir quelques jours et je vous ferai part de ce que j'aurais fait. Cependant, demeurez ici et je sèmerai les bruits différents sur les motifs qui vous y retiennent. Mon Revel, trop content du peu qu'il obtint, n'imaginant pas qu'on puisse le tromper parce que son cœur honnête et sensible ne connut jamais des détours, embrasse encore une fois les genoux de la comtesse et se retourne avec moins de douleur. Madame de Sancerre, elle, profite de cet instant pour donner les ordres utiles au succès de ses perfides intentions. Le jeune parent de Clotilde, secrètement introduit dans le château, sous l'habit d'un page de maison, fait si bien que Montrevel ne put s'empêcher de l'apercevoir. 4 valets inconnus se trouvent en même temps dans la maison. Ils passent pour des domestiques du comte de Sancerre revenus chez lui après la mort de leur maître. Mais la comtesse a soin de faire à Montrevel que ces étrangers sont de la suite de Salins. Dans ce moment, le chevalier peut à peine entretenir sa maîtresse. Il se présente à son appartement. Les femmes le refusent. S'il cherche à l'aborder dans le parc, dans les jardins où elle le fuit, où il l'aperçoit avec son rival, de tels malheurs sont trop violents pour l'âme bouillonnante de Montrevel. Prêt à se désespérer, il aborde enfin Amélie, que le faux Salin venait de quitter. « Cruel, lui dit-il, ne pouvant plus se contenir. Vous me méprisez donc au point de vouloir former devant moi les nœuds sinistres qui vont nous séparer? Et quand je ne tiendrai maintenant qu'à vous, quand je suis au moment de gagner votre mère, c'est vous seul, hélas, que vient le coup qui me déchire. » Amélie, prévenue des lueurs d'espoir que la comtesse avait données à Montrevel et croyant que tout cela devait servir à l'heureux dénouement de la scène qu'on lui fait jouer, Amélie, dis-je, continuait de feindre. Elle répond à son amant qu'il est bien le maître de s'épargner le douloureux spectacle qui semble appréhender et qu'elle est la première à lui conseiller d'aller oublier avec Belonne tous les chagrins que lui donne l'amour. Mais quoique la comtesse lui dit, elle se garde bien d'avoir l'air de soupçonner le courage de son amant. Amélie connaît bien trop Montrevel pour douter de lui. Elle l'aime trop au fond de son cœur pour oser même les présenter sur une chose aussi sacrée. C'en est donc fait.
Il faut que je vous quitte, s'écrie le châtelain en arrosant les larmes et les genoux d'Amélie, qu'il ose presser encore une fois. Vous avez la force de me l'ordonner ? Eh bien, je trouverai dans mon esprit celle de vous obéir. Puisse l'heureux mortel à qui je vous laisse connaître le prix de ce que je lui cède. Puisse-t-il vous rendre aussi heureuse que vous méritiez de l'être. Amélie, vous me ferez part de votre félicité. C'est la seule grâce que je vous demande. Et je serai moins malheureuse quand je vous aurai su dans le sein du bonheur. Amélie ne put entendre ces derniers mots sans se sentir émue. Les larmes involontaires la trahissent et Montrevel, la pressant alors dans ses bras. « Moment fortuné pour moi, s'écrie-t-il. J'ai pu lire un regret dans ce cœur que je crus à moi si longtemps. Oh, ma chère Amélie, il n'est donc pas vrai que vous aimez Salin puisque vous daignez pleurer Montrevel. Dites un mot, Amélie, un seul mot, et quelle que soit la lâcheté du monstre qui vous enlève à moi, où je le forcerai de se battre, où je le punirai à la fois de son peu de courage et d'oser s'élever à vous. » Mais Amélie s'était remise. Menacée de tout perdre, elle sentait trop l'importance de soutenir le rôle qui lui était enjoint pour oser faiblir un instant. « Je ne déguiserai point les larmes que vous avez surprises, chevalier, dit-elle avec fermeté. Mais hélas, vous interprétez mal la cause. Un mouvement de pitié, pour vous, peut les avoir fait couler sans que l'amour y ait la moindre part. Accoutumée depuis longtemps à vous voir, je puisse être fâchée de vous perdre sans aucun sentiment plus tendre que celui de la simple amitié profonde et qui fonde ce chagrin en moi. « Juste ciel, dit le châtelain, et vous m'enlevez jusqu'à la consolation dont mon cœur s'apaisait juste un instant. Amélie, que vous êtes cruelle avec celui qui n'eût jamais eu d'autre tort envers vous que de vous adorer. Et ce n'est donc qu'à la pitié que je les dois, ces larmes, dont je fus si glorieux une seule minute. Tel est donc l'unique sentiment qu'il faille attendre de vous. On approchait, et nos deux amants furent forcés de se séparer, l'un au désespoir sans doute, et l'autre, l'âme navrée de douleur d'une contrainte aussi cruelle, mais néanmoins fort aise de ce qu'un événement quelconque l'empêchait de la soutenir plus longtemps. Plusieurs jours s'écoulèrent encore, et la comtesse en profita pour disposer ses dernières batteries lorsque Montrevel, revenant un soir du fond du jardin où sa mélancolie l'avait entraîné, se trouvant seul et sans armes, fut brusquement attaqué par 4 hommes qui paraissaient en vouloir à sa vie. Son courage ne l'abandonna point dans une si périlleuse circonstance. Il se défend, il éloigne les ennemis qui le pressent, appelle à lui, et il se dégage secouru par des gens de la comtesse qui arrivent aussitôt. Ils l'entendent et la dame de Sancerre, instruite du danger qu'il vint de courir, la perfide Sancerre, qui savait mieux qu'une autre de quelle main parfait l'artifice prit Montrevel de passer dans son appartement avant de se retirer chez lui. « Madame, lui dit le châtelain en l'abordant, j'ignore quels sont ceux qui menacent mes jours, mais je ne croyais pas que dans votre château, on osât m'attaquer un chevalier sans armes. » Qui était donc l'auteur de ce futur assassinat qui n'a pas eu lieu? Eh bien, écoutez, ça, ce sera l'objet d'une prochaine émission, mais malheureusement, ce ne sera pas avec moi. Mais nous, on aura le plaisir de se retrouver, évidemment, grâce au replay de D8, www.d8.tv. Vous allez, dans la rubrique divertissement, vous retrouvez Voyage au bout de la nuit. On va pouvoir se retrouver facilement avec les émissions précédentes qui ont été diffusées.
Et bien évidemment, grâce au hashtag VBN et aux réseaux sociaux, la page Voyage au bout de la nuit et la mienne Marie-Lise d'Octobre officielle, où vous êtes toutes et tous les bienvenus. D'ici là, je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux et à très bientôt sur le canapé de Voyage au bout de la nuit. Je vous embrasse.